Bienvenue sur la chaîne Astro Duodécime, nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux planètes Mercure et Vénus, et nous allons faire le petit détail ensemble du pourquoi de cette vidéo dans un instant. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Alors vous avez peut-être vu sur le panneau titre que j'ai sous-titré en fait cet épisode dans le creux de la vague. C'est une petite allusion à rien de drôle en réalité, mais par rapport à ces fameuses premières vagues, deuxième vague, troisième vague hypothétiques du Covid-19 et du SARS-CoV-2, hein, donc les vagues de cette épidémie, voire pandémie qui frappe notre société. Et le creux de la vague, c'est aussi parce que c'est un peu le sentiment, la sensation qu'on peut tous ressentir en ce moment. On est éprouvé par les choses que nous avons vécues durant cette année 2020. Je fais cette vidéo parce que nombre de consultantes m'ont dit, soit lors des consultations, soit par message a posteriori, dans les prédictions, ou plus exactement dans les prévisions que vous faites sur YouTube, on était censé avoir un certain relâchement, une certaine détente, et on la ressent pas. Alors, première chose, l'astrologie, bien sûr, quand je fais des vidéos, c'est général, mais on les ressent pas aussi parce que là, il faut d'abord regarder le thème de chacun, et là, on va regarder un mouvement du ciel bien particulier. Je vais vous mettre à l'écran, la carte du moment. Vous allez comprendre de quoi il retourne. En astrologie, on appelle Mercure et Vénus les planètes intérieures. Pourquoi? Parce qu'elles sont situées entre l'orbite de la Terre autour du Soleil et le Soleil. Donc, elles symbolisent en fait la partie de nous qui cherche à émerger dans le monde conscient, dans le monde de la matière. Les autres planètes, je mets un petit peu à part la Lune, hein, les autres planètes vont chercher à donner une réalité à cette expansion dans le monde de la matière, des transformations, etc. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pas non plus complètement par hasard le jour. Dans quelques heures, Mercure sera revenu au 11e degré et 40 minutes d'arc du Scorpion, c'est-à-dire qu'il sera revenu à sa position initiale qu'il occupait juste avant la rétrogradation qu'il a effectuée au mois d'octobre jusqu'à ce début novembre, jusqu'au 4 novembre. Et je vous ai beaucoup parlé de cette rétrogradation puisque ce sont des périodes de prise de conscience. Et il y avait pendant cette rétrogradation également la rétrogradation de la planète Mars, qui aujourd'hui est en direct, Mars qui est aussi maître du Scorpion, tout comme Pluton dans un deuxième temps, mais gardez Mars dans le septénaire comme maître du Scorpion. Alors, déjà, Mercure arrivant au même degré, on peut dire que on est censé avoir fait le bilan, cette fois-ci, depuis le 4 novembre, de la rétrogradation. C'est-à-dire quand Mercure redevient direct, on est censé avoir fait un travail sur soi de réflexion, de retour sur nos interrogations. Et en fin de compte, entre le moment où il redevient direct et le moment où il retrouve le degré où il avait commencé à rétrograder dans le zodiaque, on est censé avoir fait notre prise de conscience. Et ça tombe pile poil le jour, ça a commencé hier avec le premier croissant, qui est la première manifestation de l'énergie lunaire de cette lunaison, qu'on a pu tous observer dans le ciel hier soir. Si vous avez regardé par la fenêtre, le ciel était dégagé en région parisienne, il y avait un magnifique croissant. D'ailleurs, je vous invite à le faire, puisqu'on observe également très facilement Jupiter et Saturne, Jupiter étant la plus lumineuse des deux dans le couple, depuis déjà un petit moment, et on les voit d'ailleurs se resserrer légèrement en longitude, ce qui va marquer la conjonction qu'on observe en ce moment. Pluton n'est pas visible, hein, à l'œil nu, depuis, lui-même avec des instruments, c'est très difficile, depuis la Terre. Vous voyez que le premier croissant a eu lieu dans le signe du Capricorne. Donc, le signe du Capricorne, on en parle, on en reparle, on en reparle, il est extrêmement marqué par ces énergies de transformation, par ce chahutage, ce barattage, comme je vous répète souvent, comme disent les hindous, dans ce signe qui cherche essentiellement à transmettre de la structure, de l'ordre aux choses, qui donne, c'est celui qui parle de la carrière, celui qui parle de comment nous nous conduisons au travers du temps, c'est celui qui donne la notion de pérennité aussi. Donc évidemment, on est quand même troublé depuis 2-3 ans, on va dire, moi je remonte à 2018 pour vraiment marquer l'impact
hein, de cette triple conjonction et ce début des grands mouvements en Capricorne. Et en quoi c'est en lien avec Mercure et Vénus? Parce que chacun de nous, on va d'abord regarder comment sont impactées ces deux planètes-là dans nos thèmes personnels. Si vous consultez l'astrologue, si vous me consultez, ce sont les planètes lesquelles je vous parlerai, notamment pour définir la façon dont vous pouvez réagir au niveau des émotions avec Vénus, et aussi au niveau de votre perception, de votre mental, de votre façon de vous exprimer, de comprendre le monde, Mercure. On peut dire que quand ces deux astres-là sont en Scorpion, ils ont donc une vision particulière, ils véhiculent une certaine énergie. Je vous rappelle, les énergies, c'est au sens large, c'est pas, il n'y a pas d'énergie au sens physique du terme, c'est une analogie avec la mécanique céleste, mais c'est une commodité de langage. Vénus va être ce qu'on appelle dans un état d'ingresse, c'est-à-dire elle va rentrer là, très prochainement, dans les jours qui viennent, dans le Scorpion, donc les deux planètes intérieures qui agissent sur notre confort émotionnel, la Lune étant à part, parce qu'elle a un cycle de 28 jours, 27 jours et demi à 29 jours, et elle évolue évidemment, d'où le terme lunatique. On change avec les humeurs de la Lune, mais elle a un rôle à part, elle a un rôle kaléidoscopique, elle synthétise l'ensemble des énergies du zodiaque. Quand ces deux astres dits intérieurs sont dans le signe du Scorpion, ils sont dans un signe qui est extrêmement pénétrant, de par ces énergies qui sont lourdes, qui nous emmènent dans les profondeurs abyssales, parfois de notre psyché. Donc il y a un peu cet effet chape de plomb qui s'apaise sur chacun de nous, et c'est conjoint à la saisonnalité, puisqu'on est dans un moment où la luminosité diminue, et vous savez que en astrologie, on étudie aussi ce qu'on appelle le mouvement photopériodique, c'est-à-dire le taux d'éclairage, pour parler de façon vulgaire, la luminescence, la luminosité des différents corps astraux par rapport à ce qu'ils reçoivent de la lumière du soleil, parce que sans soleil, aucun des astres que nous voyons n'est visible. Okay. Aucune planète dans le système symbolique du zodiaque n'émet de sa propre lumière. La lumière que nous voyons, elle est fournie par le soleil, et c'est une lumière qui est réfléchie. Que ce soit la Terre, que ce soit la Lune, que ce soit Pluton, que ce soit Mars, peu importe, c'est une lumière réfléchie. Donc, quand le soleil, évidemment, pour nous sur Terre, a ses rayons qui atteignent la Terre, mais sur des plus courtes périodes, on est aussi impacté. C'est pour ça qu'il y a aussi une certaine légitimité à comprendre l'astrologie. Ça modifie notre psyché. Donc on rentre dans des énergies un peu comme ça sombres. Je vous rappelle que le Scorpion, c'est l'ombre du Taureau. Et en ce moment, si vous regardez le Taureau, je vous en parle aussi fréquemment, vous avez Uranus en Taureau. Donc Uranus en Taureau, Uranus inverse très fréquemment la tonalité globale du signe quand il est dans ce signe. Alors, comme en plus il est rétrograde, il a tendance à aller un peu à l'encontre de son côté disruptif habituel, ce qui va amplifier, en plus il est en chute, donc il n'est pas dignifié, comme on dit en astrologie traditionnelle. Et du coup, les énergies du Taureau, qui sont plutôt des énergies rassurantes, de stabilité dans le temps, etc., se retrouvent toujours en opposition, comme c'était le cas au début de la rétrogradation avec Mercure. Donc, opposition avec Mercure d'Uranus en octave supérieure dans l'axe Taureau-Scorpion, on est toujours dans cette œuvre alchimique, dans cette œuvre noire, qui est la première partie de l'œuvre alchimique, le stade de la calcination. On est dans la destruction des anciennes formes. On est toujours dans ce process-là. Je sais que ça peut vous paraître long, mais nous sommes toujours dans ce process-là. Et la planète Vénus, qui va quitter le signe de la Balance où elle est maîtresse, est aussi maîtresse du Taureau. Donc elle a un rôle à jouer, et quand elle va rentrer en Scorpion, à côté de... elle sera pas en conjonction exacte, mais elle sera pas très loin de Mercure, elle va encore accentuer l'effet de cette opposition avec Uranus, puisque Uranus est en exaltation en Scorpion, et Vénus dominera Uranus, mais sera dans un signe où elle n'est pas forcément en dignité, et donc où les planètes qui le sont, comme Uranus par exaltation, même s'il n'y a pas consensus là-dessus,
aura un certain impact sur elle. Voilà, donc on sera dans des énergies comme ça qui chercheront à bousculer ce qui est déjà établi. Cette fois-ci, ce sera plus émotionnel. Et vous voyez que, pour l'instant, la planète Vénus est en carré avec les conjonctions et la Lune qui ont lieu à la toute fin, autour du 24e et 27e degré du Capricorne. Donc, il y a cette difficulté encore à faire sien les changements de paradigme, pour reprendre une expression un peu éculée qu'on entend souvent. Et selon l'endroit dans le thème où vous allez avoir le signe du Scorpion, vous allez être impacté différemment par ces énergies. Hein. Et je rajoute, pour que vous compreniez bien, que 2 autres paramètres sont à prendre en compte. Mars en Bélier, qui dirige le signe du Scorpion, comme je vous l'ai dit, qui est redevenu direct, dont les effets sont plus forts, et qui est en carré avec Saturne. Saturne, c'est aussi la structure, tout comme le signe du Capricorne qu'il maîtrise, mais lui, il cherche à donner de la pérennité, mais ça se fait dans la force, ça se fait dans le rapport de force avec Mars. Hein. Le Bélier est un signe émetteur, le Capricorne est un signe récepteur, donc c'est Mars qui va donner, je dirais, le là, parce qu'il est, même si toutes ces 2 planètes sont en dignité chacun dans leur signe, Mars maître du Bélier, Saturne maître du Capricorne, c'est Mars qui va avoir le côté émetteur le plus punchy, on va dire. Voilà, donc on va être dans des énergies comme ça cassantes, qui cherchent en fait à imposer plutôt qu'à négocier. La négociation, c'est plutôt Vénus, mais vous voyez que Vénus va quitter son signe de la négociation, du compromis qu'est la Balance, pour rentrer dans le signe beaucoup plus passionné, beaucoup plus subjectif qu'est le Scorpion. Et puis, autre point, j'attire votre attention sur Neptune. Neptune, c'est une des planètes les plus difficiles, à mon sens, et pas pour le mien, à aborder dans le zodiaque, parce que c'est la planète à la fois des illusions, de la fraternité, du haut degré de spiritualité, de la connexion avec les énergies subtiles, mais c'est une planète qui se laisse difficilement approcher et définir. Elle est toujours en aspect dit harmonique, c'est-à-dire un sextile avec la triple conjonction, ça dure longtemps, elle rétrograde depuis le mois de mars, donc elle a quasiment couvert toute la crise sanitaire, et elle va arrêter de rétrograder en cette fin d'année, juste avant la pleine lune. Quand elle arrêtera de rétrograder, on pourra dire qu'on a effectué un retour dans le zodiaque sous l'égide de Neptune, dont on a peu parlé. Et Neptune, vous voyez, il est en aspect harmonique avec le signe du Scorpion, et donc avec Mercure, et quelque part bientôt avec Vénus. Pas exactement, mais bientôt, parce que ces signes sont 2 signes d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire en aspect harmonique, un trigone Mercure Neptune? C'est que d'un côté, on a la capacité d'être connecté à des plans de conscience supérieurs. Pour les plus ouverts, les plus canals d'entre nous, c'est peut-être des pressentiments ou des sensations qui parfois peuvent être dérangeantes ou pesantes. Et pour le commun, au niveau socio-culturel, on va dire, c'est surtout de la confusion. Et c'est vraiment le message de cette deuxième partie de l'année 2020, c'est la confusion qu'a entraîné Neptune. Confusion dans la communication, confusion dans le fait de savoir comment se projeter. Ces nouvelles structures qui sont en train de s'établir, qui ont d'abord volé en éclats, et qui, avec Pluton et Jupiter, qui viennent d'ailleurs de faire une conjonction la dernière, rejoint par Saturne qui cherche à cristalliser une nouvelle logique sociétale, bah c'est rendu flou, ça a beau être harmonique, mais en fait, Neptune apporte voile, masque d'un certain voile. Elle est forte en Poisson, mais comme il est rétrograde, l'énergie est différente. L'énergie neptunienne, je vous rappelle, le terme énergie, c'est toujours employé avec précaution, hein, c'est pas des rayons laser. L'énergie neptunienne, en fait, ça rend les choses difficilement préhensibles. Donc, dans un monde où on a une opposition entre les structures de la matière, le Capricorne, et de l'autre côté, une recherche d'idéologie à laquelle on peut mettre en parallèle ou en analogie Neptune représentant aussi des grands courants humanistes, on voit que cet aspect harmonique, en fait, bah,
il souligne la difficulté de joindre justement nos qualités humanistes, nos qualités de société démocratique avec ces bouleversements qui forcément tendent tout à chacun sur ses positions et fait qu'on n'est pas forcément en capacité d'être vraiment rond, d'accueillir, d'être dans l'acceptation qui fait la tradition un peu démocratique de l'Occident habituellement. Donc on est beaucoup plus dans une démarche aujourd'hui de rupture, et Neptune en fait sème le voile par-dessus cette rupture, ce qui fait qu'on ne voit pas vraiment où on veut aller. Voilà, je reviendrai sur ça dans d'autres vidéos, mais je voulais vous parler de cet instant. Donc au premier croissant, on a ça, on a l'entrée de Cérès également en Poisson, qui est Ingresse en Poisson. Cérès, c'est le deuxième maître en fait, c'est un astéroïde deuxième maître de Mercure, c'est la déesse des moissons, c'est Déméter, et pareil, elle est en chute dans le signe des Poissons, donc elle va pas forcément amener les fruits qu'on pourrait attendre. Je pense que beaucoup attendent des réponses claires à tout ce qui s'est passé sur le plan du Covid, et vous voyez bien déjà que la course au vaccin, par exemple, eh ben, elle est entourée d'un certain voile, d'un certain flou. Quel vaccin sera préconisé? Quel type de vaccin est-ce qu'ils sont? Il y a plusieurs types de vaccins en jeu, soit par ARN, soit le système que Pasteur de la vaccination traditionnelle, qui va arriver lui que fin 2021. On voit qu'il y a comme un voile autour de ça, les procès de certains professeurs très connus, les réponses pas toujours claires de l'exécutif qui, au contraire, lui, va accentuer le côté Saturne-Pluton en mettant notamment cette loi sur le journalisme qui se profile avec l'interdiction de filmer les forces de l'ordre. On est en plein dans la triple conjonction Saturne-Jupiter-Pluton en Capricorne. On peut pas faire plus imagé que ça. Alors les transits, il faut les prendre avec parcimonie. Hein. Un transit, c'est jamais la définition exacte de tout ce qui se passe. Il faut les rapprocher avec les cycles. Vous savez que les planètes lentes font des cycles entre elles, et ces cycles durent plusieurs centaines d'années, 500 ans par exemple pour le cycle Neptune-Pluton, et là on est aussi dans une phase du cycle Neptune-Pluton, on est dans le premier sextile du cycle Neptune-Pluton, qui est un cycle de 500 ans qui définit les civilisations. Donc, vous voyez qu'on a un changement de paradigme vers une nouvelle forme civilisationnelle. Fin de la petite partie généraliste. Je vais terminer par un truc que je fais pas d'habitude, mais pour vous guider sur le Scorpion en maison, pour que vous essayiez de comprendre un peu où vous mettez les pieds, comment vous allez ressentir l'énergie. Donc si vous connaissez donc la domification de votre thème, je rappelle, c'est comment le thème est dressé, vous allez sur un site gratuit, vous mettez la date de naissance et l'heure de naissance, et vous allez connaître votre ascendant, la maison 1, et puis vous aurez toutes les maisons qui vont défiler. Alors je vais vous parler du Scorpion en chaque maison. Si vous avez le Scorpion à l'ascendant, avec la présence de Mercure, en ce moment du Soleil, mais le Soleil va vite rentrer en Sagittaire, on va parler simplement de Mercure et Vénus qui transitent à l'ascendant. Si vous avez le Scorpion à l'ascendant, d'un côté vous serez quelque part plus ouvert par le côté, on va dire, qui adoucit de Vénus, mais d'un autre côté, encore une fois ça dépend des planètes qui se trouvent dans votre thème de naissance, les énergies du Scorpion à l'ascendant, c'est souvent, on fait l'expérience dans sa vie quotidienne des énergies du Scorpion. Ce qui n'est pas la même chose que le Scorpion solaire, qui lui, en fait, cherche à incarner l'énergie Scorpion au quotidien. Donc faire l'expérience des énergies Scorpion, ça peut être très passionné dans sa façon de vivre, ça peut être aussi vivre dans sa chair, dans les problèmes, dans les déceptions, les choses, ça peut être aussi explorer les mondes de l'ombre, de l'occultisme, de l'ésotérisme, voire parfois certaines difficultés avec la loi, mais aussi être confronté à certaines pathologies ou certaines craintes de la pathologie. Mercure en Scorpion, c'est un Mercure très prompt à être hypocondriaque, par exemple, hein, parce qu'on a tendance à toujours voir le côté ombre des choses. Et avec Vénus, on va ressentir le côté ombre des choses, c'est-à-dire qu'on va avoir cette pression, ce feeling comme ça, qu'il y a toujours une ombre derrière les choses, ce qui est vrai, mais c'est pas forcément ça qui prédomine dans une situation. Quand on a donc le Scorpion à l'ascendant ou en maison 1, le transit actuel risque d'être
vous mettre dans un état toujours de flou, hein, avec l'autre signe d'eau qui fait ce trigone, là, le poisson, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à avoir des repères solides, et quand vous voulez penser la situation, vous la pensez en mode Scorpion, ça se voit sur votre visage, on va vous dire que vous êtes plus fatigué, etc. Je vais vous prendre comme exemple ma personne, je suis ascendant Scorpion, beaucoup de gens me font la réflexion, et je le vis dans ma chair également. Donc ce que je vous dis, c'est aussi de l'éprouver. Voilà. Si vous avez le Scorpion en maison 2, alors l'astrologie traditionnelle va vous dire oui, passage de Vénus ou de Mercure à la naissance en maison 2, c'est plutôt une bonne conscience de ce que je possède et plutôt de la chance au niveau de l'argent. Avec le Scorpion, ça peut être aussi l'inversion de l'axe de 8. Vous savez, l'axe de 8, c'est l'axe Taureau-Scorpion, mais rapporté aux maisons, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une tendance à être dépossédé de l'argent qu'on a, parce qu'on se surinvestit dans une passion qui parfois peut être dévoreuse en termes de monnaie. Par exemple, vous êtes un artiste et vous voulez vivre que de votre passion, parce que vous êtes 100% habité par ce que vous vivez. Si Vénus, par exemple, vous avez le taureau qui est fortement marqué dans votre thème, et vous pouvez très bien vous retrouver avec Vénus qui va être très importante dans le Scorpion, qui va vous dire voilà, c'est par ta créativité que tu vas t'imposer et que tu vas gagner ton argent, mais ça peut être aussi coûter très cher avant de rapporter. Donc vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu parfois d'être dans un combat sans cesse, permanent, pour obtenir les choses, c'est-à-dire de devoir toujours passer par la case de la chute pour arriver à obtenir. Voilà. Si vous avez le Scorpion en maison 3, avec la présence de Vénus et de Mercure dans ce Scorpion, vous allez plutôt avoir tendance à penser les choses. La maison 3, vous savez que c'est la maison analogique avec le Gémeaux, donc c'est une maison dans laquelle Mercure est dignifié, donc vous allez avoir une acuité très fine, une perception très fine des gens, vous saurez de façon presque épidermique si ça colle ou pas avec eux, et vous allez faire passer cette communication sur un mode d'apparence assez soft, Vénus, mais en fait, chaque mot sera pesé et aiguisé pour atteindre sa cible. Et vous aurez à la fois ce charme dans le dialogue, toujours le magnétisme vénusien en Scorpion, mais aussi vous aurez parfois ce côté un peu insaisissable qu'ont les signes d'eau, et les gens qui s'adresseront à vous mettront certainement des gants pour vous parler, parce qu'ils ne sauront pas si vous êtes réellement disposé à les écouter jusqu'au bout, et comment vous pouvez réagir par la parole. Vous avez une certaine capacité à être direct et très précis, très cinglant quand vous répondez. Sur le plan de l'apprentissage, c'est aussi la maison des petites études, il vous faudra trouver une passion, et c'est quand vous aurez découvert ce pourquoi vous êtes fait, que vous vous investirez au maximum. Et si c'est pas le cas, vous risquez de ressentir constamment la sensation de n'avoir goût à rien. Et ça, c'est le problème un petit peu de la personne qui ne trouve pas ce pourquoi elle est faite quand on a le Scorpion en maison 3, et notamment Vénus en maison 3. Si vous avez le Scorpion en maison 4, souvent le foyer a été le lieu de lutte intestine où il y a du transgénérationnel en jeu. Mais au-delà de ça, si c'est Mercure et Vénus qui cohabitent dans cette maison, vous êtes très soucieux de comprendre comment fonctionne votre foyer. Enfant, vous avez été très attentif aux problèmes de vos parents ou de ceux qui ont mené votre éducation. Cela vous a fortement impacté. Ça, c'est les antennes du Mercure Scorpion. Et Vénus, à l'intérieur de cette maison 4 aussi, vous allez essayer, parfois maladroitement, de rapporter de la cohésion sans pouvoir réellement y arriver, parce que vous serez constamment en écoute de ce qui ne va pas dans le foyer, dans la structure du foyer, et vous n'allez pas forcément avoir cette capacité vénusienne première de créer de l'harmonie, parce que vous aurez d'abord une Vénus qui va être plutôt
une Vénus magnétique, une Vénus, on dit Aphrodite, c'est-à-dire qui sera plus utilisée sur le plan du charme, de la séduction, donc vous aurez plutôt tendance à vous sortir des situations délicates, en souriant, en vous faisant discret ou discrète avec vos proches quand il y a des tensions, ou en vous montrant charmant et en ne bousculant rien, mais en gardant votre petit précaré et votre caractère, parce que vous sentez que ça va pas. Et plus tard, quand vous avez votre propre foyer, c'est d'abord un lieu sacré que vous sanctifiez. Le foyer reste votre zone privée. Hein. Il y a la notion comme ça, le Scorpion met une barrière aussi avec les choses. Et vous serez très à l'écoute du moindre soubresaut. Il faudra que les choses de votre foyer tournent comme vous l'avez décidé. Bien sûr, il y a d'autres planètes qui rentrent en jeu. Il faudra garder Mars et Pluton, évidemment. Mais par souci de ne pas revivre des sensations un peu mortifères au foyer, vous allez être très très préoccupé par le fait de garder une harmonie pour ne pas vous sentir angoissé à la maison. Et surtout, vous allez considérer que chez vous, c'est un lieu, je le répète, sanctuaire. Donc, les profanes restent à la porte du temple. Si vous avez le Scorpion en maison 5, pardon, là vous pouvez être, il y a plusieurs façons de le vivre, vous pouvez être habité par un sentiment de création excessif, c'est-à-dire un besoin de créer. Je parle d'une maison qui n'est pas interceptée et qui n'a pas d'autres effets négatifs. Vous pensez les créations, mais par le côté sombre des choses. Vous voyez, ce sont les gens qui ont plutôt un art un peu torturé, un peu dur, ou alors qui vont être très sensuels, voire sexuels dans leur façon d'appréhender l'art et la sexualité, qui est aussi la maison 5. Donc vous allez avoir besoin d'expérimenter des choses intenses au niveau des sensations, des émotions. Et l'autre thématique première, ça va être vos enfants. Vous pouvez ressentir une certaine inquiétude autour du fait d'avoir des enfants, et si vous en avez, autour du fait de les élever, de les éduquer. Donc ça va être pour vous quelque chose que vous aurez à cœur de tenir vraiment jusqu'au bout, mais parfois vous n'aurez pas le langage adapté, parce que vous aurez tendance à toujours regarder ce qui ne va pas, ou ce qui est du domaine du conflictuel, ou du domaine du... Par exemple, quand vos enfants sont adolescents, vous allez énormément ressentir les troubles affectifs qui sont à leur paroxysme, que les ados ressentent. Et ça va vous mettre vous-même dans un inconfort, et parfois ça va entraîner des ruptures de dialogue. Voilà en gros. Si vous avez le Scorpion en maison 6, alors, maison 6 c'est la maison de la santé, donc on va évacuer tout de suite ce problème. Ça peut être évidemment pas mal de petits tracas. Si vous êtes une femme, vous êtes sujet aux cystites, parce que ça régit le Scorpion la zone génitale et anale. Vous pouvez être aussi sujet à des petits problèmes, à tous les problèmes qui peuvent avoir lieu à cette zone-là, hein, c'est-à-dire d'infection à répétition. Vous allez somatiser avec intensité à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, c'est aussi toute une problématique de labeur quotidien qui se fait toujours dans l'impression d'aller à l'abattoir. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous êtes très passionné et en même temps très éprouvé psychiquement par votre tâche quotidienne. Parce que vous y mettez en fait plus que de l'énergie. Vous y mettez aussi votre capacité à réceptionner les énergies environnantes. Vous êtes dans votre travail tellement impliqué qu'il vous habite, autant que vous habitez votre travail. Donc vous allez être plus sujet aux coups de fatigue, dépressifs, vous voyez, le côté j'ai besoin de décompenser, parce que vous serez très intensément impliqué, jusqu'à la pointe de chacun de vos nerfs. En Sagittaire, si vous avez... en Sagittaire, pardon, en maison 7, parce que je regardais la carte, en maison 7, si vous avez le Scorpion en maison 7, là, c'est les relations aux autres passent par les énergies du Scorpion, donc d'abord, vous allez... Si vous êtes un homme, vous allez être attiré par les femmes Scorpion avec un Vénus Scorpion, vous allez avoir une envie de magnétisme chez l'autre, vous allez aimer les regards profonds, mystérieux, les femmes qui savent jouer de leur charme, de leur séduction, et vous allez surtout aimer les gens qui communiquent sur un mode particulier dans la relation. Alors qu'elle soit relation sentimentale, amicale, voire relation professionnelle. Il y aura toujours cette ambiguïté de séduction autour de vos relations. On le retrouve aussi chez la maison d'en face dans l'ascendant Scorpion, c'est-à-dire que l'axe 1-7, qu'il soit d'un bout ou l'autre du Scorpion, vous êtes dans une relation qui est toujours
dans l'échange de séduction, parce que vous avez besoin d'être en confiance, presque d'être en fusion, ce qui n'est pas forcément très bon, mais quasiment en fusion, c'est très intense. Et s'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'échange. Donc la subjectivité est paroxystique aussi là pour Vénus et pour Mercure. Vous allez sentir tout de suite si vous aimez quelqu'un, et si vous l'aimez pas, ce sera direct. Et de l'autre côté, avec Vénus, vous allez aussi avoir besoin d'avoir des émotions qui vous remuent, qui vraiment vous prennent de tout en bas, si je peux me permettre, et remontent en vous parce que vous êtes passionné, et que la façon pour vous de vivre est intensément subjective. Voilà, donc gare aux désillusions aussi parfois. La maison 8, c'est la maison naturelle du Scorpion, c'est la maison de la mort, c'est la maison des petites morts. Alors la mort pour l'astrologie traditionnelle, mais je vous rassure, c'est pas en général votre mort, en tout cas c'est pas ça qu'on étudie. Les petites morts sont les transformations, c'est-à-dire comment je parachève mon union en maison 7 en maison 8. C'est pour ça que c'est la maison de la sexualité. Donc déjà, si vous avez le Scorpion en maison 8, vous avez une sexualité pareille, intense, qui demande à être nourrie. Je mets à part les cas particuliers d'interception de la 8 ou du signe du Scorpion en 8, etc. Ça va dépendre de Mars, ça va dépendre de tout ça. Si vous avez Vénus toujours dans la maison 8 et que vous êtes par exemple attiré par les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, pour vous, la consommation de la relation par le charnel va avoir un rôle important. L'argent des autres aura aussi une importance, c'est-à-dire que vous aurez toujours tendance à penser, parfois être un peu vénal, c'est-à-dire à penser dans la relation, vous serez peut-être un peu vénal, penser à ce que finalement le couple, d'accord c'est bien, mais qu'est-ce que l'autre peut amener matériellement, financièrement dans la relation. De l'autre côté, vous pouvez avoir une certaine chance par un héritage, ça c'est Vénus en 8, on dit que ça peut déclencher des héritages, etc. Bon, un héritage, c'est toujours aussi la contrepartie d'un deuil. Hein. Donc, pas forcément la partie la plus agréable. Mais globalement, vous êtes amené à vivre des transformations, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Vous allez effectuer plusieurs mues dans votre vie, si rien ne s'y oppose, et de toute façon, si ça s'y oppose, la vie va appuyer pour que les choses se déroulent. Votre but est de changer, que ce soit par la petite mort, l'orgasme, ou que ce soit par la mort des apparences ou de nos préjugés présupposés sur la société. C'est toujours en vous défaisant de certaines choses, par la coupure, que vous allez évoluer. En maison 9, c'est la maison des hautes études, mais c'est aussi la maison avec laquelle on essaie de rentrer en contact, de donner forme, de donner un archétype, une philosophie à ce qu'on a compris de la vie en 3. Donc avec le Scorpion, on va essayer de théoriser un peu, en 9, je dirais le monde des ombres. Voilà. Ça peut être une forte passion pour, par exemple, les écrits ésotériques. Ça peut être aussi un attrait pour les sociétés occultes. Ça peut être aussi, quelquefois, la peur, à l'inverse, de voyager. Ou, par extension, mais dans l'autre sens, l'attrait pour l'eau, les profondeurs, ou la peur des profondeurs, c'est l'une ou l'autre. Vous voyez, vous pouvez faire de la plongée avec le Scorpion en maison 9, être, vous sentir comme un poisson dans l'eau, dans les profondeurs, et ou alors à l'inverse, avoir une peur bleue de tout ce qui est la sombreur de la profondeur des océans. La maison 9 en Scorpion, c'est vraiment vous êtes presque baudelairien. Vous voyez, Baudelaire était marqué par la lune, mais vous avez cette capacité aussi à aller visiter le monde des ombres. Et vous êtes capable de théoriser cette transformation. Vous pouvez écrire un Faust, par exemple, au plus haut niveau. Pour la maison 10 en Scorpion, votre carrière se fera sur le mode de la passion, sur le mode de l'engagement passionné. C'est ce qui va vraiment prédominer. Pour pouvoir vous investir dans le social, il faudra que vous soyez extrêmement motivé, stimulé par les choses que vous devez faire au quotidien. Si vous avez Vénus ou Mercure en Scorpion en maison 10, d'abord vous êtes préoccupé principalement par votre carrière, et d'autre part vous êtes préoccupé par la façon dont vous pouvez réaliser votre carrière. À ce moment-là, il va y avoir le couple Mars maîtrisant le Scorpion, Vénus va avoir un rôle particulier, puisque Vénus désire et Mars réalise, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Mars va aller à la
recherche, à la conquête des désirs de Vénus. Donc votre mode d'action va être piloté par cette façon dont vous envisagez dans le monde socio-professionnel et socio-culturel. Il va y avoir un besoin de domination. Hein. On retrouve des parentés avec, par exemple, les gens qui ont Pluton, qui est une autre façon de diffuser des énergies scorpions, Pluton au milieu du ciel. Il peut y avoir des tendances à la manipulation pour arriver à ces buts. Enfin, en tout cas, vous serez très subjectivement influencé par l'envie de réussir coûte que coûte, et vous serez stratège pour ça. Hein. Le Mercure Scorpion en maison 10, il est stratège. C'est un stratège qui sait exactement ce qu'il veut et comment il peut l'obtenir. Quitte à jouer un peu de ses charmes, pas forcément au sens sexuel, mais savoir s'entourer par la séduction de gens qui pourront l'amener là où il souhaite aller. En maison 11, vous faites souvent des amis et c'est ambigu. C'est-à-dire que c'est bien souvent ce que moi je constate. Hein, le Scorpion maison 11, c'est tellement quelqu'un d'intense et de passionné avec ses amis, ses rencontres, les connaissances qu'il a autour de lui, que bien souvent, il y a ces petits problèmes, vous savez, de compréhension, ce qu'on appelait avant la friend zone, elle est un peu ambiguë. On ne sait pas toujours si on est attiré par l'autre ou si on s'entend bien avec l'autre. Alors avec Vénus et Mercure, on est en plein dedans, c'est pour ça que je vous parle de ce côté-là. Si vous avez une autre planète, ce sera peut-être autre chose qui en ressortira. Mais souvent, le Scorpion en 11, c'est cette difficulté à côtoyer des gens si on n'a pas quelque chose de très magnétique qui nous relie. Il faut qu'on soit quasiment aimanté pour pouvoir avoir envie de communiquer avec l'autre, sinon on peut passer pour quelqu'un qui snob. Et évidemment, quand on est du sexe opposé, mais même si vous êtes dans une sexualité différente, si vous êtes homosexuel par exemple, vous pouvez avoir des gens qui vont croire que vous êtes amis, et en fait il peut naître chez vous un sentiment de désir, mais dans l'hétérosexualité de même. C'est-à-dire que vous allez être toujours à la limite, à la frontière, à la lisière entre la séduction amoureuse et la séduction physique, la séduction par le charme, et le fait de vous faire apprécier. Hein. Tout ça se mélange un peu, ça vous rend effectivement extrêmement captivant, et en même temps, ça peut dérouter. Ça peut dérouter, vous déroutez vous-même, ça dépend de la personne avec qui est en jeu là dans l'histoire, mais ça peut dérouter l'autre parce que il peut avoir le sentiment que vous lui envoyez des messages qui ne sont pas en fait les bons. On peut sentir que vous le désirez, alors en fait non, vous cherchez juste à vous approcher de lui pour mieux le cerner et pour pouvoir vous entendre, parce que si vous sentez qu'il n'y a pas de lien, ça casse. Enfin, le Scorpion maison 12, il se rapproche un peu du Scorpion maison 1, parce que vous savez que ça joue, mais on parlait vraiment pas l'ascendant qui tombe dans le Scorpion. La maison 12, là, quand vous êtes dans un état de recueil, dans un état d'isolement, de recentrement sur vous, ça s'opère vraiment dans la descente dans les profondeurs. Dans un premier temps, ça vous fout la paix souvent. Première partie de la vie, s'il n'y a pas trop de planètes en maison 12, ça vous fout la paix. S'il y a Vénus et Mercure, en maison 12, vous êtes d'abord solitaire, de base, vous aimez être presque, vous voyez, vous vous habillez en noir, un peu il y avait une mode comme ça, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait des jeunes filles et des garçons qui s'habillaient tout en noir, un peu tristoun, vous voyez, c'était ça le délire. Bah là c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vous couper du monde, vous allez vous mettre dans une situation où on aime bien un peu ce rôle de j'ai toute la charge, tout le poids du monde et de la désolation du monde sur les épaules, parce qu'on se complaît avec Vénus et Mercure en 12, hein, en Scorpion, on se complaît un peu dans cet état d'esprit à penser le monde de façon ultra négative. Alors c'est riche sur le plan, encore une fois, des émotions, les émotions qui vont naître avec Vénus et la pensée Mercure en 12, en Scorpion, ça va vous amener tout un monde comme ça de sensations, de sentiments que vous allez pouvoir transcrire peut-être dans les arts ou dans d'autres choses. Ça peut vous amener aussi vers l'occultisme, vers la voyance. Ça ne veut pas dire que vous aurez les capacités de voyance, mais vous pouvez être attiré par ces choses-là, ou chercher des réponses par ces choses-là. Et de l'autre côté, ça va vous couper du monde pendant tout un temps, voire pendant une grosse partie de votre vie, parce que vous serez toujours un peu marginal, mais de façon volontaire. Vous allez vous couper, vous allez vouloir montrer qu'il y a une césure entre vous et les autres. Le danger de cette position-là, c'est de s'identifier un petit peu aux pathologies du monde, et c'est ce qu'on appelle quand on s'identifie, on va avoir tendance à rentrer dans le pathos, quand on s'identifie à ces pathologies. Alors, c'est pas toujours pathologique, mais souvent, ce sont des gens qui ont des allures comme ça, un peu déprimées, ils ne le sont pas forcément. Hein.
mais ils aiment bien véhiculer cette image un peu sombre, un peu déprimée d'eux-mêmes, parce que c'est une sorte de carapace en fait, et c'est comme ça qu'ils perçoivent le monde. Ils le regardent avec des filtres un peu gris. Voilà, c'est une des facettes de la maison 12, Scorpion avec Mercure et Vénus à l'intérieur. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour, c'est pas un catalogue La Redoute d'interprétation, prenez-en quelques inspirations, retenez simplement que lorsque nos planètes intérieures sont dans un signe d'eau, comme le Scorpion, c'est des énergies pesantes, sont des énergies qui sont parfois difficiles à intégrer, qui demandent du temps, et les autres peuvent nous trouver un peu rabat-joie durant ces périodes-là. En transit, on n'utilise pas les planètes rapides, mais elles sont quand même dans le ciel en ce moment, dans ces signes. Donc, si vous avez vos propres planètes, et Vénus, Mercure et votre signe Scorpion, regardez quelles sont les interactions qu'il peut y avoir entre vos planètes natales et leur position actuelle, et comprenez un petit peu l'équation qui se met en place. Voilà, c'est la tonalité de fond. On est à un moment charnière, on va s'approcher du solstice d'hiver qui aura lieu le 21 décembre, j'anticipe un peu sur les prochaines vidéos. Conjonction à 0 degré et 20 et quelques minutes d'arc, Jupiter, Saturne en Verseau, on entre là dans un nouveau cycle, ça conclura la série La bascule de l'équinoxe, je vous en dis pas plus, en tout cas on va rentrer dans un moment où les incertitudes neptuniennes vont se transformer, hein, surtout quand Neptune va redevenir direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura répondu aux questions que m'ont posées nombre de mes consultants, et je vous souhaite d'ici là de bons moments, un bon week-end, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Astro Duodécime. Ciao.